Bonjour à tous et bienvenue dans Dzogchen Today Voices. Aujourd'hui, nous partageons ensemble un texte de Paul Baffier. Traducteur du tibétain en anglais et en français, il a été formé à l'INALCO et au Rangjung Yeshe Institute. À Dzogchen Today, on parle beaucoup de solastalgie. Les traditions ont aussi beaucoup parlé du lien entre la nature et les vivants, et des maladies qui apparaissent lorsqu'un déséquilibre est créé. Qu'on l'appelle chamanisme ou animisme, ce savoir chtonien qu'on retrouve dans bien des régions considère que la Terre et ses paysages sont aussi vivants que les êtres vivants qu'ils contiennent. La montagne vivante, le savoir lumineux des pierres vivantes. Dans sa superbe autobiographie que je vous invite à lire, le premier Dilgo Khyentse, un des plus grands maîtres Dzogchen du XXe siècle, décrit le lieu qu'il a vu naître. Ce vaste territoire est traversé par de vastes vallées herbeuses, dans lesquelles de nombreuses rivières, s'écoulant en partant de petites vallées, créent la forme d'un lotus épanoui en 8 pétales, orné de nombreuses maisons en son centre et entouré de champs bien labourés et agrémentés de céréales. À son extrémité, une montagne massive, entièrement entourée de forêts, de rochers et de collines bien dessinées et couverts de vertes prairies. Tandis que la déesse de l'hiver en garde le sommet, celui-ci est enveloppé d'un turban blanc de neige qui l'enserre comme un anneau. Des 4 grands fleuves de lames d'eau, seul le Yangtze, tel d'or liquide, coule d'ouest en est. Sur la rive droite du Yangtze, des centaines de drapeaux ondulent doucement comme des bannières de victoire, conquérant toutes les directions. Comme un joyau rocheux flamboyant au sommet du majestueux mont Meru, cette colline est ornée de la demeure de la divinité locale qui veille sur la région, le grand Barla Tsegal et son entourage. En contrebas, dans une gorge étroite, se trouve une rivière aux myriades de vagues qui semble danser dans l'espace, s'écoulant du sud-est au sud-ouest. Sur la rive gauche de cette rivière se trouve une colline, ayant la forme du symbole de bon augure des poissons entrelacés. Et situé au cou des poissons se trouve le manoir de Dilgo. Autour, le ciel, les montagnes à droite et à gauche, les ruisseaux, les voies, et ainsi de suite, apparaissent comme les figures des 8 signes auspicieux. Les régions centrales de Ga et de Den produisent un abondant festin de céréales et de fruits cultivés et sauvages, de plantes médicinales, et les agriculteurs et les nomades jouissent d'une grande prospérité. La région dispose de toutes les ressources dont elle a besoin et est connue sous le nom de Denma, pourvue, car elle est dotée d'un trésor de richesse, et toujours, le fleuve Yangtze, tel d'or liquide, coule en son milieu. Vous trouverez dans la littérature tibétaine 1001 descriptions semblables. Elles nous renseignent sur une chose, le paysage est vivant. Spectaculaire, poétique, chargé de symboliques liées à la culture bouddhiste tibétaine, riche de 100 000 anecdotes. Oui, mais plus encore que toute cette anthropomorphie plaquée sur son relief, il est vivant. Car la divinité locale veille sur la région avec son entourage. Traditionnellement, le paysage écrin dans lequel nous naissions était le réceptacle d'une vie millénaire, à la fois chtonienne et divine, qui accueillait chaque génération humaine avec la bienveillance ancestrale d'une montagne qui peut voir une civilisation naître et mourir sur ses flancs en quelques instants. Sacrée pour les hommes, la montagne était un univers vivant de ressources et de sagesse dont il fallait justifier l'exploitation et la place au sein des cosmogonies sacrées. Dans les géographies sacrées, népalaises, tibétaines, françaises ou irlandaises,
on retrouve toujours ces histoires où la pierre s'est faite le reflet des forces de l'esprit. C'est là où le roc s'est transformé spontanément en statue de déité, sans sculpteur ni érosion. Là où la montagne s'est fendue en deux par le coup d'épée d'un guerrier ou d'un dieu. Là où le dragon est vaincu par Saint-Michel, où la vouivre est domptée par la bénédiction de l'autel. Là où le géant a bâti sa jetée, là où la syllabe sacrée est apparue, là où le renonçant s'est réalisé. Nombreux sont les rappels géographés, géoglyphés de la nature de l'esprit dans sa puissance incandescente, transformatrice et manifestante. Sous des formes évoquant des qualités éveillées spécifiques, ces rappels sont lisibles tels des livres chtoniens porteurs d'un savoir éveilleur. Plus encore, ces savoirs doivent être expérimentés en utilisant les lieux comme des écrins, des matrices d'éveil. Chaque localité possède sa force qui, par les pratiques de concentration afférentes, révélera la splendeur lumineuse intrinsèque de l'être. Au Tibet, ce savoir chtonien ancestral, précédant toute tradition écrite, a été capté et retranscrit par les traditions Bonpo puis bouddhistes. De Metcheluk, dit-on. Tradition des origines, savoir autochtone, religion ancestrale. Allez dans ces lieux incroyables. La force de la terre y transcende toute idéologie préconçue. Vous pouvez retrouver le lien vers cet article en description de la vidéo et l'ensemble des parutions sur notre site internet dzogchentoday.org. Si cet article vous a plu, on compte sur vous pour le liker, le partager et en parler autour de vous. Pour ne rien manquer des prochaines vidéos, cliquez sur la petite cloche pour vous abonner. À bientôt!